Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, vous allez vivre presque seconde après seconde l'une des opérations militaires les plus spectaculaires et les plus secrètes menées au Maghreb depuis plus de 20 ans. Un événement passé sous les radars du grand public, mais qui a bouleversé l'équilibre sécuritaire de toute la région. Car ce que l'armée nationale populaire algérienne vient d'accomplir dépasse le cadre d'un simple coup de filet. Il s'agit d'un démantèlement chirurgical d'une précision redoutable contre une base terroriste d'un niveau technologique jamais observé auparavant dans cette zone frontalière ultra-sensible, à moins de 3 km seulement de la Tunisie. Nous sommes dans la wilaya de Tébessa, secteur de Bir El Ater, Latimia, Lingrine, un triangle désertique où chaque colline, chaque ravin et chaque piste peut devenir un piège mortel. Contrairement aux cachettes improvisées auxquelles avaient habitué les groupes armés des années 90, ce n'était pas un simple abri de nomades armés ou un camp rudimentaire de contrebandiers, non. Ce que les analystes algériens ont découvert était un véritable quartier général souterrain, pensé comme une forteresse clandestine, avec des tunnels renforcés creusés à la machine, un atelier complet de fabrication et de modification de drones, des stocks d'explosifs de qualité militaire, une infirmerie de campagne équipée comme une petite clinique, un centre de communication satellite crypté, une cuisine collective, des dortoirs climatisés et surtout un plan d'attaque prêt à être déclenché, conçu pour frapper simultanément l'Algérie et la Tunisie pendant les fêtes de fin d'année. Un plan qui, s'il avait été exécuté, aurait pu faire des centaines de morts, replongeant les deux pays dans un chaos que la région n'a plus connu depuis la décennie noire. Tout commence fin août 2025, une anomalie thermique et un pressentiment. À 12 000 mètres d'altitude, un drone de surveillance Winglong 2, un appareil de fabrication chinoise utilisé par l'armée algérienne, détecte une source de chaleur anormale dans une cuvette désertique que même les nomades évitent. Rien en théorie ne devrait dégager de chaleur à cet endroit. Pas de village, pas d'animaux, pas d'agriculture, pas d'activité humaine. Juste un désert minéral balayé par le vent. Les opérateurs zooment, puis rezooment. Et soudain, les premières anomalies apparaissent. Des traces de pneus encore fraîches, des filets de camouflage tendus sur centaines de mètres carrés, des panneaux solaires repeints couleur sable pour se fondre dans le décor, un puits foré à plus de 40 mètres de profondeur équipé d'une pompe électrique, un générateur diesel enterré pour éliminer tout bruit détectable, puis des choses plus troublantes encore. La nuit, des colonnes de pick-up Toyota Hilux arrivent phares éteints, escortées par des motos qui patrouillent un rayon de 5 km. Ils déchargent des caisses métalliques lourdes portant des inscriptions en russe et en anglais. Ministry of Defense, Libye, 2010. Autrement dit, du matériel militaire venu directement des arsenaux libyens pillés après la chute de Kadhafi. En moins de 72 heures, Alger déclenche l'alerte maximale. La DRS et la DGSI mettent en place une cellule de crise permanente au centre opérationnel de Bouchaoui. Toutes les sources humaines, certaines dormantes depuis des années, sont réactivées. Un passeur de carburant retourné, un ancien combattant de Daesh intégré dans un programme de déradicalisation, un indicateur infiltré dans les convois de date, un chauffeur de camion frigorifique sur la ligne Tripoli-Tunis. En parallèle, les systèmes russes de guerre électronique Boris Glebosk 2 interceptent des communications. Et ce qu'ils entendent glace le sang des analystes. On parle de l'émir qui arrive de Tripoli, des frères du Golfe, du grand colis qui doit être prêt avant le Maoulid en-Nabawi, d'opérations qui transiteront via Dubaï, et surtout du lancement prochain de l'opération Al-Fath al-Moubarak, la conquête éclatante. Les satellites Pléiaden Néo confirment l'impensable. Des images à 50 cm de résolution révèlent la structure complète du camp. 38 combattants permanents, 3 tunnels interconnectés, totalisant 120 mètres, un dépôt de munitions enterré à 6 mètres, béton armé, un atelier de drones FPV avec imprimante 3D encore chaude, une infirmerie équipée comme un dispensaire moderne, 2 antennes satellites reliées à un serveur en Turquie, et, en secours, une antenne Starlink camouflée sous un faux rocher. Pire encore, des visages sont identifiés par reconnaissance faciale. Parmi eux, Abou Doudjana al-Khalifi,
ex-colonel de Kadhafi devenu chef d'Ansar al-Sharia, puis cadre de Daesh, recherché par Interpol. Abou Moussab al-Tounsi, cerveau présumé de plusieurs attaques en Tunisie, un ingénieur égyptien spécialiste des explosifs formé à Alep, 2 Marocains revenus de Syrie, un Malien lié au Gessim au Sahel, un Tchétchène expert des opérations kamikazes en Irak. Ce camp n'était pas une base, c'était un état-major du terrorisme international, tout simplement. Leur plan était déjà prêt, et il était monstrueux. Les documents retrouvés détaillent une série d'attaques parfaitement synchronisées. Attentat kamikaze à l'aéroport Ouaribou Médienne d'Alger, une voiture piège contre la police des frontières, 3 attaques simultanées dans 3 hôtels 5 étoiles en Tunisie, Hammamet, Sousse, Djerba, la nuit du réveillon. Une prise d'otage dans la caserne de Ben Garden, des antennes explosives dans plusieurs marchés d'Alger, Tunis et Sfax. Le tout financé par 4,8 millions de dollars, transitant par le Qatar, la Turquie, la Malaisie et des ONG caritatives. Les analystes comprennent alors, si les ceintures arrivent à destination, la région bascule. L'état-major algérien adopte une seule conclusion, il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le général Saïd Chengria valide l'opération Aigle de fer 2025. L'armée mobilise en secret. 1400 hommes, 18 appareils aériens, 84 blindés, 3 bataillons mécanisés, 2 régiments de forces spéciales, la GIS, la gendarmerie, la garde républicaine en soutien. Un plan d'assaut d'une précision mathématique est établi. Brouillage total du camp ennemi à 03h30. Première frappe aérienne à 03h48. Missile Blue Arrow 7, bombe guidée. Déploiement héliporté à 03h50. 520 commandos en descente rapide. Bouclage terrestre par la 41e brigade blindée. À 8h27, le drapeau algérien flotte sur les ruines. 28 terroristes neutralisés, dont les 5 cadres principaux. 13 capturés vivants. 2 se font exploser sans causer de pertes civiles. Côté algérien, un seul blessé léger. Le butin saisi est colossal. Armes, explosifs, drones, or, millions en liquide, passeports, ordinateurs cryptés sous VeraCrypt, des vidéos de propagande prêtes à être diffusées, des manuels de fabrication d'explosifs imprimés en plusieurs langues, des échanges chiffrés avec des interlocuteurs situés à Istanbul, Tripoli, Misrata, Idlib et même dans le Caucase. Mais le plus grave reste la liste noire retrouvée dans un classeur protégé. Un organigramme complet du réseau, des contacts dans plusieurs administrations, des numéros de compte offshore et même des photographies de repérage d'objectifs civils, prises très récemment. Autrement dit, les terroristes n'étaient pas en préparation, ils étaient en phase finale. 5 heures du matin, les premiers interrogatoires commencent. Les 13 capturés vivants sont immédiatement transférés vers la base avancée de Tébessa. L'un d'eux, surnommé le comptable, craque en moins de 25 minutes. Il révèle un contact dans une ONG humanitaire basée à Genève, un circuit de financement utilisant des projets de l'ONU en Libye, et l'existence d'un officier de liaison basé à Istanbul qui coordonne les flux d'argent. Ces informations provoquent un séisme diplomatique discret mais réel. Sans bruit, sans communiquer, des États sont prévenus, des structures sont surveillées, des comptes bancaires gelés. 48 heures plus tard, une onde de choc régionale. L'opération Aigle de fer ne s'arrête pas au cratère laissé dans le désert. Elle déclenche une cascade de mesures dans toute la région. 8000 soldats supplémentaires déployés dans les wilayas de Tébessa, Kenchela, Soukaras et El Oued. Fermeture totale de la zone de Ragadir pendant 15 jours. Réunion d'urgence entre les ministres de la Défense algériens et tunisiens. Échange de 400 noms de suspects potentiels entre les deux pays. 37 arrestations en une semaine en Tunisie. Gel de comptes dans 6 pays différents. Mise en place de patrouilles mixtes algéro-tunisiennes sur plus de 150 km, jour et nuit. Dans les villages de Tébessa, de Négrine et de Bir el Ater, la population célèbre spontanément l'armée. Des drapeaux algériens et tunisiens sont accrochés côte à côte. Des enfants courent derrière les blindés. Des anciens pleurent dans les rues. C'est une fête nationale, improvisée, née du soulagement collectif. Le camp n'existe plus. Il n'en reste qu'un immense cratère noirci,
entourés de blindés T-90 et de véhicules BMPT Terminator. Des drones surveillent la zone en continu, tandis que les équipes du génie neutralisent les derniers pièges. Cette fois, aucune chance que ces tunnels soient réutilisés. Le sol lui-même a été vitrifié. Un message limpide au monde entier. Cette opération n'est pas une simple victoire tactique. C'est un message, écrit en lettres de feu, adressé à tous ceux qui rêvent encore de transformer le Maghreb en territoire de chaos. Désormais, la frontière n'est plus un no man's land. C'est une ligne rouge infranchissable. Car l'Algérie a prouvé 3 choses. Elle voit tout, grâce à un réseau de radars, de drones, de satellites et d'informateurs. Elle frappe vite. En quelques minutes, elle peut mobiliser une force combinée de drones, hélicoptères, blindés et commandos. Elle frappe fort, sans laisser le moindre espace de repli, sans subir de pertes massives, sans dommages collatéraux. C'est la marque d'une armée qui a payé le prix du sang pendant la décennie noire et qui refuse catégoriquement de revivre ce cauchemar. Une déclaration de guerre permanente. À travers cette opération, l'Algérie n'a pas simplement détruit une base terroriste, elle a détruit un projet politique, une tentative de relancer le djihadisme transnational dans le Maghreb. Elle dit au monde sans ambiguïté: quiconque tentera d'importer le chaos chez nous ou chez nos voisins se heurtera à une muraille que rien ne franchira. Et cette muraille, ce sont des forces spéciales entraînées, des équipements modernisés jusqu'au dernier drone, des milliards investis dans la souveraineté, une doctrine de réponse immédiate et surtout une volonté politique inflexible. Le désert a tremblé, le Maghreb respire. Les missiles ont laissé une odeur de poudre dans l'air. Le sol porte encore la marque des chenilles. Les murs des tunnels sont encore chauds. Et pourtant, malgré la violence de l'assaut, malgré l'intensité de la nuit, quelque chose a changé. Une page du terrorisme régional est en train de se tourner. Pas parce que la menace a disparu, mais parce que désormais chaque groupe, chaque milice, chaque réseau clandestin sait qu'il existe une muraille invisible qu'on ne franchit pas sans en payer le prix immédiat. Le Maghreb, qui a tant souffert dans les années 90 et 2000, vient peut-être de franchir un cap. Pas parce que les terroristes ont disparu, mais parce que désormais, ils savent qu'ils ne peuvent plus compter sur la surprise, sur le chaos, sur les failles du système. L'opération Aigle de Fer 2025 restera comme un moment fondateur, un avertissement, un symbole. Une démonstration que la région n'est plus vulnérable comme avant. Et si une nouvelle page du terrorisme est en train de se tourner, c'est parce qu'une armée, une seule, a décidé qu'aucun groupe, aucun réseau, aucune puissance étrangère n'aurait plus jamais la possibilité de brûler le Maghreb. Merci d'avoir suivi cette analyse complète jusqu'au bout. Reste connecté à Algérie Puissance, car les suites de cette affaire, détention, révélations, ramifications internationales, risquent de faire du bruit pour longtemps. On se retrouve très bientôt pour la prochaine enquête.